Autorisé à décoller. Nœuds. Stop! Freine doucement. Freine doucement. D'ici quelques minutes, près de la moitié des 137 personnes présentes à bord de cet appareil seront mortes. Ça n'aurait pas dû arriver. Évacuez! Évacuez! L'avion n'a pas décollé, et il n'a pas dévié de la piste, et pourtant 55 personnes ont été tuées. Pour les enquêteurs, c'est la routine. Ils reconstituent ce qui s'est passé jusqu'au dernier moment en analysant l'épave et l'enregistreur de paramètres. Mais ils finiront par s'adresser à une psychologue pour comprendre comment une évacuation d'urgence, somme toute gérable, s'est soldée par un des pires désastres de l'histoire de l'aviation britannique. Il est à peine 6 heures du matin, le 22 août 1985. L'aéroport de Manchester s'anime petit à petit. Les premiers vols de la journée s'apprêtent à décoller. Parmi eux, le vol 28 de British Air Tour doit conduire 131 passagers à l'île grecque de Corfou. Cette filiale de British Airways est spécialisée dans les vols à bas coût vers les destinations touristiques. Il fait froid et une petite brise souffle. Les conditions de vol sont donc idéales. La plupart des passagers partent en vacances. Lindsay Davis se rend en Grèce avec son petit ami, Charlie Sixon. Bon, c'est parti. On sortait ensemble depuis un an et c'est une des raisons pour lesquelles on était si contents. C'était nos premières vacances à deux. Le commandant de bord, Peter Terrington, est aux commandes. J'étais commandant instructeur en chef de la flotte. Son OPL, l'officier pilote de ligne Brian Love, est en formation. C'est lui qui allait décoller et atterrir. Dans le cadre de sa formation. C'est bon, commandant? Ouais. Briefing. En cas d'arrêt décollage, tu t'occupes de l'avion. Tu t'arrêtes pour quelle raison? Incendie, panne, alarme de configuration ou si tu cries stop. Bien. Tu t'arrêtes, je m'occupe de l'avion. Tu gères l'urgence, je m'occupe du contrôle aérien. D'accord? Si on a discuté au préalable des risques d'urgence et de ce qu'il faut faire dans chaque cas, on se souvient mieux de la procédure le jour où on en a besoin. Démarre le 2. Allumage 2. Pression d'huile en augmentation. Bien, continue. 25, 26, 27, 28, 29... 129 adultes plus 2 enfants à bord. Tout le monde est attaché, porte fermée sur automatique. Merci Arthur. L'avion est un Boeing 737. Il ne lui faut que 4 minutes pour arriver au seuil de piste. KT-28M autorisé à décoller. Le 737 a 3000 mètres pour atteindre sa vitesse de décollage. Les moteurs délivrent une poussée énorme. J'étais assise côté hublot, je regardais dehors et tout était normal. L'avion roulait très vite. 80 nœuds. Compris. On a entendu un coup sourd qui semblait venir de dehors. J'avais très envie de voir ce qui se passait, mais je ne pouvais pas. Le commandant réagit rapidement.
Stop! On s'est arrêté immédiatement. On était à plusieurs nœuds en dessous de notre vitesse de décision. Donc, j'ai très vite réduit les gaz et j'ai actionné les inverseurs de poussée. J'ai senti l'avion ralentir. J'ai supposé qu'on avait crevé, mais je n'en savais rien. Donc j'ai attendu. Freine doucement. Freine doucement. J'ai pensé qu'un pneu avait peut-être explosé et que le train risquait d'être abîmé si on freinait trop violemment. Ça n'est sûrement rien. Pas d'inquiétude. Ça devait être un pneu qui avait crevé, donc je ne m'inquiétais pas trop. Je me suis dit qu'on allait devoir descendre et transférer tous les bagages jusqu'à un autre avion avant de pouvoir redécoller. Mais bientôt, les passagers assis côté gauche découvrent le vrai problème. J'ai vu des flammes oranges sur l'arrière du moteur. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une crevaison, parce qu'une crevaison ne pouvait pas provoquer ce genre de choses. Donc, c'était un peu plus grave. Laisse-moi passer. Je ne reste pas là. Je voulais vraiment sortir de l'avion et j'étais très inquiète. Je savais qu'il y avait un incendie et je voulais m'en éloigner. De la fumée s'insinue en cabine. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La sortie de secours la plus proche était à l'arrière. Mais je ne voulais pas aller au fond parce que la fumée arrivait de là-bas. Donc j'ai décidé d'aller vers l'avant et j'ai dit à Charlie, « Viens, on part !» Et je me suis mise à avancer. KT-28M, décollage interrompu. Qu'y a-t-il? Incendie moteur 1. Il y a beaucoup de flammes. Merci. Incendie piste 24. De son siège, le commandant ne peut pas voir l'ampleur du sinistre. Et il a besoin des conseils de la tour de contrôle. Il faut évacuer? Oui, par le côté droit. Peter Terrington décide de quitter la piste. Évacuer côté droit. Incendie moteur 1. Couple 2. Évacuez, Évacuez et gardez votre calme. Avant de sortir, les pilotes doivent passer en revue une checklist comprenant 15 points. Frein de parc. Mi. Aérofrein. PC. Mais le temps presse. La checklist avant évacuation faisait 4 pages. Le dernier point, c'était la sortie des passagers. Alarme incendie moteur et APU. Et elle ne répondait pas à mon problème. La cabine d'un 737 est équipée de 4 portes. Les 2 à l'arrière sont inutilisables à cause des flammes et de la fumée. Ne reste donc que les 2 de devant pour faire sortir 137 personnes. Sauf que l'une d'elles est bloquée à cause d'un problème mécanique. Arthur essayait d'ouvrir la porte 1 droite, mais il avait vraiment du mal à y arriver. Pendant ce temps, le fond de la cabine se remplit de fumée. Respirer devenant de plus en plus difficile, les passagers se ruent vers l'avant. On a eu l'impression que l'évacuation a commencé au bout d'une éternité. C'est là que je me suis dit que je ne sortirais jamais, parce que l'avion allait exploser et qu'on serait encore tous à bord. Alarme incendie moteur et APU. Les 137 personnes à bord sont encore vivantes. Mais à chaque seconde qui s'écoule, leur chance de survie diminue. L'avion se transforme en piège mortel. Arthur Bradbury est toujours en train de se battre avec la porte bloquée. Et le PNC, le personnel navigant commercial, doit se rendre à l'évidence. Il faut évacuer les passagers du côté de l'avion qui est ravagé par les flammes.
Quand on a ouvert la porte, les pompiers étaient déjà en action. Ils pulvérisaient de la mousse qui remontait par le toboggan jusqu'au plancher de la cuisine de bord. On voulait commencer l'évacuation, mais il y avait un goulet d'étranglement et personne ne pouvait passer. Le couloir était très étroit à hauteur de la cuisine et les gens poussaient. J'ai vu un gamin qui était complètement écrasé contre la paroi. Comme il n'arrivait pas à sortir, je l'ai tiré par son t-shirt qui était jaune. Il est tombé en avant et après les gens se sont cassés la figure. On leur a fait prendre le toboggan. Sautez! 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 À l'entraînement, on apprend à guider les gens jusqu'à la porte et à les faire sauter. Pour faire sortir les gens plus rapidement, le chef de cabine essaie à nouveau d'ouvrir la porte bloquée et il y parvient après plusieurs tentatives. Je ne me suis retournée qu'une fois pour m'assurer que Charlie me suivait. On se retrouve dehors. En regardant par-dessus mon épaule, j'ai vu des gens qui allaient vers l'avant de l'appareil en repliant les sièges. Ils essayaient de remonter de l'arrière vers l'avant. Le toboggan était déployé et les gens sautaient dessus. Quand je suis arrivée en bas, je n'ai pas regardé en arrière. Je voulais simplement m'en aller. Des dizaines de passagers sont sortis, mais il en reste encore beaucoup à l'intérieur. Le feu couvait et il y avait une épaisse fumée noire au-dessus de nous. Charlie m'a dit qu'une fois que j'ai été sortie, cette fumée est descendue et tout le monde s'est mis à paniquer, à crier. Et il a dit qu'il y aurait des morts. Alimentation de secours. Peter Terrington et Brian Love sont toujours à bord. Et tant qu'ils n'ont pas passé en revue les points de la liste, ils ne peuvent pas sortir. Il y avait 4 tonnes de carburant dans le réservoir d'aile. Attends, Brian. Je voyais beaucoup de flammes. Aller au bout de la checklist serait trop dangereux. On a passé en revue autant de points que possible et on est sorti par les fenêtres du poste de pilotage. Plus personne ne se présentant à la sortie, Johanna Toff s'assure que la cabine est bien vide. La fumée était tellement épaisse qu'on pouvait la toucher. Et la respirer était horrible. Allez! Il y avait une petite fille un peu plus loin, mais elle était complètement désorientée. Cela dit, on l'était tous. On ne comprenait rien à ce qui se passait. J'ai installé la fillette sur le toboggan et elle a été évacuée. Les pompiers me criaient de descendre. Mais je me disais que je n'avais pas encore fini mon travail. Quand Johanna Toff rentre en cabine, il est aussi difficile de respirer que de voir clair tant la fumée est épaisse. Il faisait noir, il n'y avait pas un bruit. Je n'avais jamais vu ça. Mais je distinguais la lumière qui venait de la porte, donc je savais où elle était. La fumée force la jeune femme à renoncer à ses recherches. Quelques minutes après être sorti de la piste, l'avion de British Air Tour a été dévoré par le feu. On est sorti du poste de pilotage qui était quasiment intact. Mais en arrivant au sol, on a vu qu'il ne restait plus qu'une épave. L'avion avait été détruit en quelques secondes. C'était horrible. 54 personnes ont déjà trouvé la mort et une autre va décéder à l'hôpital.
On n'avait rien sur le plan physique. Mais nos vies ont changé en quelques heures. Je ne pouvais pas respirer. Même à la porte, je ne pouvais pas. La fumée entrait. Tout le monde s'est levé et a couru vers la sortie. Ça a été la panique la plus totale. À cause de la fumée, on ne voyait plus rien, ni personne. Il faut plus de 2 heures aux 125 pompiers pour éteindre le sinistre. La nouvelle de la catastrophe fait rapidement le tour du monde. Et Margaret Thatcher, alors Premier ministre, s'envole pour Manchester. Après un accident aussi terrible, tout le monde est consterné et sous le choc. Chaque aspect du drame va être analysé en détail. Il le faut. C'est le 4e drame de l'année 1985 dans l'aéronautique civile. En juin, un gros porteur d'Air India a explosé au-dessus de l'Atlantique. Bilan, 329 morts. Quelques semaines plus tard, 137 personnes sont tuées lorsqu'un appareil de Delta Airlines s'écrase à l'aéroport de Dallas aux États-Unis. Et 10 jours avant le drame de Manchester, a eu lieu l'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation, n'impliquant qu'un seul avion. Le vol 123 de Japan Airlines, un 747 rempli de passagers, a percuté une montagne faisant 520 morts. L'accident de British Air Tour ajoute donc 55 victimes à cette liste déjà longue qui fait de 1985 l'année la plus meurtrière de l'aéronautique civile. Autant dire que les passagers sont inquiets. L'AAIB, l'homologue britannique du Bureau d'enquête et d'analyse, envoie une équipe à Manchester pour reconstituer les événements qui ont conduit à la catastrophe. Stephen Moss, qui en fait partie, est chargé de l'étude des moteurs. Ça n'aurait pas dû arriver. L'avion n'a pas décollé, il n'a pas dévié de la piste, et pourtant 55 personnes ont été tuées. Autre membre de l'équipe, Chris Protero, va s'intéresser à l'incendie. D'après les rapports préliminaires, l'incendie s'était engouffré en cabine très rapidement, au moment où l'avion s'était arrêté. Et c'est une chose qui a attiré mon attention. Très vite, Stephen Moss détermine l'endroit où les ennuis ont commencé. Il repère des dégâts qui ne sont pas dus au sinistre. La première chose qu'on a remarqué, ça a été bien sûr le trou sous l'aile. Tout près, il y avait un trou béant sur le côté du moteur, et il semblait que l'un avait provoqué l'autre. Pour qu'un avion rempli de passagers puisse décoller, il doit fournir une poussée importante. Cette puissance est générée par l'air qui s'engouffre par l'avant du réacteur, traverse des compresseurs et ensuite est enflammé. Cela produit des gaz qui font avancer l'avion. Le moteur gauche du 737 a donc eu un gros problème. Les enquêteurs cherchent des indices sur la piste et en cabine, dans l'espoir de découvrir pourquoi tant de gens ont péri. La première fois qu'on est entré en cabine, comme tout l'avion avait brûlé, on a senti une odeur très présente et âcre de plastique fondu, de carburant brûlé. Des matières incandescentes étaient tombées sur les sièges et les couloirs étaient encombrés de restes de coffres à bagages. L'endroit était dévasté. Les dégâts en cabine sont éloquents. La partie supérieure est presque entièrement carbonisée, mais la partie inférieure est relativement intacte. À l'évidence, il ne s'agissait pas d'un embrasement éclair.
Un embrasement éclair se produit lorsque les gaz se trouvant dans un endroit clos deviennent chauds au point de s'enflammer. Ils détruisent alors absolument tout. Les traces de combustion dans la cabine indiquent à Chris Prothero la nature de l'incendie. Beaucoup d'assises de sièges, de coussins et même les documents expliquant comment évacuer, qui sont pourtant plastifiés, étaient presque intacts. On aurait pu les nettoyer et les mettre dans un autre avion sans que personne ne se doute qu'ils s'étaient trouvés dans un appareil accidenté. La partie haute du fuselage, elle, avait été fortement endommagée par la chaleur, ce qui n'est pas typique d'un embrasement éclair. L'embrasement de la cabine a certes été violent, mais pas au point de se solder par une catastrophe. Dès lors, deux questions se posent. Pourquoi autant de gens ont-ils péri? Et quelle est l'origine de l'incendie? La réponse à la deuxième question se trouve peut-être sur la piste empruntée par le 737. C'est là que les enquêteurs découvrent une sorte de gros dôme métallique. Stephen Moss constate qu'il s'agit d'un morceau de moteur appelé tube à flamme. Apparemment, le tube à flamme s'était détaché sur l'avant et sur l'arrière. La chambre de combustion du réacteur contient 9 tubes. À l'intérieur, le carburéacteur et l'air sont mélangés et mis à feu. Chaque pièce doit donc résister à des températures très élevées. Stephen Moss suppose que le tube fondu a dû exploser et détruire le moteur gauche. Il a ensuite perforé le panneau d'accès au réservoir de carburant situé sur l'intrado, ce qui a conduit à la fuite d'une grande quantité de kérosène. Le prouver est facile. Le tube à flamme a exactement le même diamètre que le trou dans l'aile. C'était la cause première de l'accident. Le 737 était équipé d'un réacteur Pratt & Whitney JT8D, ce qui inquiète l'expert. À l'époque, c'était sûrement le moteur le plus installé sur les avions de ligne du monde entier. Donc il était très urgent d'identifier la cause de cet accident pour éviter à d'autres appareils de connaître le même problème. Il y a des dizaines de milliers de tubes à flamme en service dans le monde et l'un d'eux a cédé à Manchester. Stephen Moss doit découvrir pourquoi. Et vite. Les spécialistes qui s'occupent du volet incendie de l'investigation examinent le livret d'entretien du 737 et découvrent que ce tube a justement été réparé. Il fallait voir si cette intervention avait été effectuée correctement. Lors d'une inspection de routine 1 an et demi plus tôt, les mécaniciens ont décelé de petites fissures sur certains tubes à flamme. Découvrir des criques de fatigue n'a rien d'inhabituel, parce que cette pièce se trouve dans un endroit extrêmement chaud. Les manuels proposent diverses solutions pour réparer ces fissures. Les enquêteurs constatent que les mécaniciens les ont soudés pour les refermer, respectant en cela la procédure prescrite. Mais la crique de fatigue du tube à flamme numéro 9 était inhabituellement longue. Le manuel de révision n'indiquait aucune limite de longueur de crique à réparer. Donc celle-ci, plus longue que la moyenne, a été traitée pareillement. Les tubes à flamme réparés sont remontés dans le moteur. Les mécaniciens n'ont alors aucun moyen de savoir que la soudure n'a pas correctement refermé la fissure. Cela tient au fait que ces pièces ne peuvent pas être inspectées tant que le moteur est fixé à l'avion. Or, depuis cette intervention, 11 rapports ont signalé une accélération déficiente du moteur 1.
Mais les guides de réparation dont disposent les mécaniciens de Manchester ne signalent pas qu'un tube endommagé peut expliquer une accélération déficiente. À la place, Pratt & Whitney propose d'autres solutions pour pallier ce problème. Apparemment, les mécaniciens ne s'inquiétaient pas outre mesure, parce qu'ils avaient déjà constaté ce genre de choses et que c'était resté sans gravité. Les mécaniciens de Manchester procèdent donc à quelques réglages du ralenti et l'avion reprend du service. L'enregistreur phonique révèle que l'équipage du vol 28 était au courant du problème d'accélération. Accélération lente du moteur 1. Ça date d'avant-hier. J'étais sur ce vol. C'est contresigné. Cette remarque incite le commandant de bord à conclure que le problème a été résolu. Un commentaire porté dans le livret d'entretien suite à l'avant-dernier vol disait que le moteur accélérait lentement. Apparemment, ça ne posait pas de grosses difficultés. Les techniciens avaient fait leur travail et l'avion avait volé la veille sans rencontrer de problème. Mais le réglage du ralenti n'a rien résolu. Le tube à flamme est toujours fissuré et finit par céder au matin du 22 août. KT-28M, décollage interrompu. Évacuez, évacuez, gardez votre calme. Si la compagnie avait inspecté les tubes à flammes, elle aurait sans aucun doute repéré le problème. Les enquêteurs connaissent maintenant l'origine du désastre. La réparation de la crique de fatigue du tube cède au moment où le 737 s'élance. Éjecté du moteur, l'avant de la pièce perfore l'intrado de l'aile gauche, provoquant une fuite de carburant qui, en s'écoulant sur le réacteur, déclenche le sinistre. Des feux moteurs se produisent régulièrement et la carlingue du 737 est enduite d'un retardateur de combustion qui protège la cabine. Les enquêteurs ne comprennent donc toujours pas comment le feu qui s'est déclaré à l'extérieur s'est infiltré en cabine aussi rapidement. Chris Prothero trouve un premier élément de réponse en analysant les photographies prises au moment où l'avion prenait son élan. Il était clair que l'incendie avait connu une phase très dynamique au moment où l'avion prenait de la vitesse sur la piste. Cela avait produit un feu très violent et très tumultueux, qui avait l'apparence d'un chalumeau dans le sillage de l'appareil. Mais une photographie prise le jour de l'accident suggère une théorie nouvelle. Cette photo, diffusée dans la presse, montrait l'inverseur de poussée déployé. L'impression générale qui se dégageait de ce cliché, c'était que l'inverseur avait découpé le côté du fuselage, comme s'il avait fait office de chalumeau. C'était un moyen d'expliquer comment le feu s'était propagé si rapidement à l'intérieur. Cette photo laissait entendre quelque chose d'absolument énorme. Stop! Il y a plusieurs moyens d'arrêter un avion de ligne en plein élan. Avec les freins, Freine doucement. ou avec les inverseurs de poussée. Ces derniers orientent les gaz d'échappement vers l'avant, ce qui permet de ralentir. On avait l'impression que les inverseurs avaient projeté l'incendie directement contre le flanc gauche de l'appareil, sur l'arrière du fuselage. Ça expliquerait pourquoi le feu a détruit la cabine si rapidement. Il se pourrait donc que Peter Terrington ait aggravé l'incendie en ralentissant. Mais Chris Prothero a deux bonnes raisons de douter de sa propre théorie. La première, c'est l'emplacement des brûlures dues au gaz d'échappement appelé flux d'éjection. Le flux d'éjection touche le fuselage plus haut, plus près du toit, au niveau du revêtement de l'appareil. Donc ça ne pouvait pas correspondre à la pénétration, qui se situait dans la partie inférieure. La deuxième raison, c'est qu'au moment où les inverseurs de poussée ont été actionnés, le moteur gauche avait déjà explosé. Pour
pour faire office de chalumeau, le moteur a eu besoin d'une quantité énorme de gaz d'échappement. On a fait des calculs pour confirmer que la poussée résiduelle de ce moteur n'était pas suffisante pour produire un tel effet. Donc, on était sûr que les inverseurs n'avaient pas pu jouer un rôle significatif dans l'intensité de l'incendie. De toute évidence, un autre élément a conduit à la propagation aussi rapide du feu. Après avoir épluché les bulletins météorologiques du jour du drame, Chris Prothero trouve la clé du mystère. Le vent a été un facteur déterminant de la violence de l'incendie. C'est lui qui a orienté le feu à l'extérieur de l'appareil, qui a facilité sa propagation à l'intérieur et qui a modifié les conditions en cabine. Croyant avoir crevé, le commandant prend une décision lourde de conséquences. KT-28M, décollage interrompu. Après avoir entendu le coup sourd et réduit les gaz, j'ai supposé qu'on allait dégager la piste et demander au contrôle aérien de nous envoyer quelqu'un pour vérifier les pneus. Comme une autoroute, une piste d'aéroport a plusieurs sorties. Peter Terrington en choisit une appelée Link Delta. Qu'y a-t-il? Incendie moteur 1. Quand on nous a informé qu'il y avait un incendie, mon cerveau était déjà programmé pour procéder à un arrêt. L'équipage savait qu'il y avait un incendie, mais il n'a apprécié ni sa nature ni sa gravité, et il a fait sortir l'avion de la piste. Le commandant vire à droite et s'arrête. À son insu, il vient d'aggraver la situation. Un léger vent traversier venait de la gauche de l'avion. Il a propagé le feu qui brûlait le carburant s'écoulant de l'aile gauche. Il l'a répandu vers l'arrière de l'appareil. Le feu est passé par-dessus et par-dessous le fuselage, entre l'aile et l'empennage. Le vent enroule donc les flammes autour de l'arrière de l'avion et les pousse en cabine. S'il n'y avait pas eu de vent, la situation aurait été nettement plus bénigne. Les enquêteurs ont découvert comment l'incendie s'est déclaré et comment il a réussi à s'infiltrer en cabine. Mais l'expert Edward Trimble doit encore résoudre le plus grand mystère entourant l'accident. Un avion avait interrompu son décollage pour une raison tout à fait valable. Il était au roulage et il s'était arrêté sur un taxiway assez rapidement et pourtant 55 personnes avaient péri. La grande question était donc pourquoi? Les enquêteurs découvrent que la plupart des victimes ne se trouvaient pas dans la partie la plus touchée par l'incendie. Les autopsies désignent le vrai tueur du vol 28. Sur les 54 personnes à avoir péri dans la cabine, seules 6 sont grièvement brûlées. Toutes les autres sont mortes suite à l'inhalation de la fumée. Il semble qu'elle ait été particulièrement toxique. Les survivants expliquent aux enquêteurs qu'elle était irrespirable. C'était une fumée très noire. Et on pouvait presque la toucher. C'était très bizarre. Ces effets étaient terribles. Dès la première inhalation, les gens se sentaient faibles et ils avaient la sensation que s'ils en respiraient encore une ou deux fois, ils ne s'en sortiraient pas. À l'époque de l'accident, les effets d'un incendie dans un avion ont déjà été étudiés dans le détail, mais pas ceux de la fumée. Pour comprendre pourquoi celle-ci a été aussi toxique, Edward Trimble décide de faire une simulation du sinistre. On a essayé de reproduire non seulement les gaz produits, mais aussi le niveau de menace.
Cette fumée mortelle est le résultat de la combustion des matériaux de la cabine. La mousse des sièges, la laine des tapis, les casiers en plastique, tous dégagent des émanations toxiques. C'est ce qui est reproduit en laboratoire. Edward Trimble découvre que les passagers du vol 28 ont inhalé une fumée qui contenait un cocktail mortel qui se composait entre autres d'une grande quantité de monoxyde de carbone et de cyanure d'hydrogène. Reste à savoir si on peut protéger les passagers de ce genre de gaz. Pour moi, il était très clair que si on ne trouvait pas un moyen de protéger le système respiratoire des gaz issus de la combustion, on ne pourrait pas faire grand-chose pour améliorer le pourcentage de survie en cas d'incendie à bord d'un avion. Pendant 5 semaines, les enquêteurs effectuent des dizaines d'essais avec différents filtres. Ils brûlent près de 250 kilos de produits en tout genre pour créer la fumée recherchée et arrivent à la conclusion douloureuse qu'il aurait été possible de sauver des vies. Il ne fait aucun doute que dans ce genre de situation, lorsque la cabine d'un avion se remplit de gaz issus de la combustion, les chances de survivre augmentent fortement avec le port d'un masque à gaz. À bord du vol 28, seuls les membres d'équipage en avaient, et ils ne s'en sont pas servis. Les recherches d'Edward Trimble indiquent que si les passagers en avaient eu, certains auraient survécu. Il y en avait à bord, des modèles à filtre pour différents gaz qui offrent un très bon niveau de protection dans ce genre de circonstances. Beaucoup de passagers auraient donc survécu car ils auraient pu respirer pendant plusieurs minutes. Ça a été très rapide. Il s'est écoulé quelques minutes entre le moment où on s'est arrêté sur la piste et où tout a été fini. Mais un 737 rempli de passagers est conçu pour être évacué en moins de 2 minutes. Donc, même sans masque, davantage de passagers auraient dû pouvoir sortir. Pour comprendre pourquoi il y a eu autant de victimes, les enquêteurs font appel à une spécialiste. En vertu de la loi, les avionneurs doivent démontrer que leurs avions peuvent être évacués rapidement et en toute sécurité. Lors de l'introduction du 737 au Royaume-Uni, Boeing a prouvé que 130 personnes pouvaient en sortir en seulement 75 secondes. Tous les avions de transport de passagers sont certifiés en vertu des mêmes critères, à savoir que le nombre maximum de passagers doit être évacué en n'utilisant que la moitié des sorties de secours, généralement celles d'un côté ou de l'autre, en 90 secondes maximum. Mais 90 secondes après l'arrêt du 737 de British Airtour, la majeure partie des passagers se trouvaient encore à bord. L'évacuation de Manchester ne s'est pas faite en 90 secondes parce que les conditions en situation réelle sont complètement différentes de celles de la certification. Lors de la certification, l'évacuation se fait dans une cabine où aucune fumée ne vient gêner la vision ou terrasser les passagers. Mais quelques minutes après l'arrêt du vol 28, le 737 se remplit d'une épaisse fumée noire. Dès que la fumée a commencé à s'engouffrer par l'arrière de la cabine et qu'elle est remontée vers l'avant,
Ça a été la panique chez les gens qui l'inhalaient. Les survivants ont déclaré qu'il suffisait de la respirer une fois pour avoir l'impression que les poumons se solidifiaient. Vous imaginez bien que dans ces conditions, les gens veulent sortir à tout prix. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en passant par-dessus les sièges et par-dessus les individus qui les précédaient. En moins de 5 minutes, un accident auquel tout le monde aurait dû réchapper vire au drame. Pour éviter que ça ne se reproduise, l'aviation civile britannique décide d'en apprendre plus sur les passagers et s'adresse à Helen Muir. Cette psychologue participe à la conception des avions pour optimiser la sécurité. On lui demande d'étudier le comportement des passagers du vol 28 pour comprendre pourquoi il y a eu autant de morts. On a dû apprendre à concevoir l'intérieur d'un avion pour que, même face à ce qu'on peut appeler un comportement dysfonctionnel total, il puisse répondre à l'envie désespérée que les gens auront de sortir. La psychologue utilise une maquette de la cabine du 737 et y installe des volontaires. Puis, pour les faire réagir comme si l'avion était en feu, elle propose de donner de l'argent à ceux qui sortiront les premiers. Leur comportement a été incroyable. Les gens sont passés par-dessus les sièges, se sont marchés dessus. Et les survivants du véritable accident de Manchester, qui ont vu les images, nous ont confirmé que c'était bien comme cela que ça s'était passé. Reculez! Reculez! L'évacuation du 737 de British Air Tour a été ralentie par le fait que les gens ont été bloqués contre la cloison séparant la cabine passager de la cuisine. Les enquêteurs découvrent que ce bouchon a été provoqué par la conception même de l'avion. L'ouverture était de 57 cm, c'est-à-dire juste suffisante pour laisser passer un individu. L'avionneur voulait savoir quelle était la largeur nécessaire pour que les gens ne soient pas bloqués. On a donc fait tout notre possible pour recréer la situation de Manchester. Ensuite, systématiquement, on a modifié l'intérieur de la maquette pour voir quels changements étaient susceptibles d'améliorer les choses pour les passagers. Ce test montre que l'étroitesse de l'ouverture crée un bouchon que le PNC doit constamment résorber. Augmenter la largeur à 76 cm facilite grandement la circulation. La répétition des essais a montré que si l'ouverture minimale passe de 50 à 76 cm, les gens sortent nettement plus vite et ils risquent moins de glisser ou de tomber. En conséquence, une recommandation est présentée pour faire passer l'élargissement minimum entre les cloisons à 76 cm. On ajoute également des bandes lumineuses au sol, visibles même en cas de fumée, pour guider les passagers vers les sorties. Et la psychologue découvre un autre moyen d'améliorer la sécurité sans modifier la cabine. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle étudie le comportement du PNC en cas d'urgence et découvre que les passagers sortent bien plus vite si le personnel se montre sûr de lui. Doucement! Attention! Par ici! Il ne faut pas que chaque individu prenne une décision. Les gens doivent faire exactement ce que le PNC ou la procédure ordonne. Et il ne faut pas qu'ils hésitent, surtout à la porte. Les recherches d'Helen Muir incitent les avionneurs à redessiner les cabines pour les rendre plus sûres. Mais un appareil de sécurité prête toujours à controverse, le masque à gaz. D'après Edward Trimble, il devrait être obligatoire à bord de tous les vols commerciaux. Ça ne fait aucun doute. Aucun. Helen Muir se montre plus circonspecte. Elle a étudié les effets de cet accessoire sur le comportement et craint qu'il ne perturbe l'évacuation. On sait qu'on n'a qu'1 minute 30 à 2 minutes pour évacuer tout le monde. Donc il ne faut pas que les gens aient quelque chose de difficile à enfiler, parce que ça va les ralentir. La leçon la plus importante de cet accident, c'est que chaque seconde compte.
Aujourd'hui, dans le monde entier, on part du principe qu'un habitacle devient invivable en cas d'incendie au bout de 90 secondes. Les passagers du vol 28 ont perdu beaucoup de temps à cause du blocage de la porte. Les enquêteurs ont conclu que le mécanisme du toboggan s'était actionné trop tôt et qu'il avait gêné l'ouverture. Un défaut faisait que le couvercle du caisson du toboggan se coinçait quand on ouvrait la porte trop rapidement. Après l'accident de Manchester, Boeing a rapidement revu ce système pour que ça ne se reproduise plus. Si elles avaient été adoptées plus rapidement, les recommandations formulées par l'AAIB auraient sauvé des vies 6 ans plus tard. En 1991, un 737 percute un autre avion sur une piste de Los Angeles et prend feu. Une bonne partie des 22 personnes qui périssent sont asphyxiées par la fumée. Mais en 2005, l'accident d'un appareil d'Air France à Toronto a montré à quel point les choses ont changé depuis le drame de Manchester. Les 309 personnes qui étaient à bord sont sorties en 90 secondes. Il n'y a eu aucun mort. Des modifications importantes ont été apportées. Allez, la porte est ouverte. Grâce à un avion qui n'a jamais décollé. C'est la seule chose qui me permet de vivre avec la mort de 55 de mes passagers. Je sais que voler est plus sûr. Je pense que personne ne peut se féliciter de ce drame, malgré tout ce que ça nous a appris. Et même si ça a sauvé des vies par la suite. On donnerait n'importe quoi pour qu'il n'ait jamais eu lieu.